Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, réalisateur, scénariste et acteur belge. Au cas où vous ne le saviez pas, près de 50 films au cinéma, révélé en tant qu'agent dans le rôle de Raymond Sisteron dans Le Bureau des légendes. Vous l'avez vu récemment à la télévision dans des rôles sur l'adultère avec Infidèle aux côtés de Claire Kame sur TF1 ou encore L'homme de nos vies sur M6 avec la sortie de son livre Ma femme écrit l'année dernière et son apparition dans L'homme de la cave au cinéma. Jonathan Zakaï est aujourd'hui en salle pour un film tout doux intitulé Un petit miracle de Sophie Boudre. L'occasion alors d'en parler et de découvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur nos plateformes streaming sur radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jonathan Zakaï. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je sais que vous connaissez un petit peu l'émission puisque vous m'avez confié il y a quelques minutes l'avoir écoutée. Ça me fait très plaisir de savoir déjà que mes invités s'intéressent là où ils vont. C'est pas toujours le cas, donc déjà bravo. En général, quand je vais 1h30 quelque part, je préfère savoir où je vais. Et vous avez bien raison. Donc voilà, et non, écoutez, j'étais ravi de venir. Eh ben, écoutez, je suis ravie de vous avoir en face de moi. Et alors, puisque vous le savez, l'envie de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites et le début, toujours le début. Jonathan Zakaï, vous êtes né le 22 juillet 1970 à Ixelles, situé à Bruxelles, si mes sources sont bonnes. Vous êtes le fils de la peintre d'origine polonaise Sarah Kaliski et d'un père italien d'Égypte, défini comme très profond avec beaucoup d'humour, je crois. Mon père ? Oui. Ah, d'accord. Est-ce que c'est vrai ? C'est ce que vous dites en tout cas dans le livre que vous avez écrit qui s'appelle Ma femme écrit. Vous définissez ce rôle de père comme celui-là. Est-ce que c'est le cas ? Oui, au final, c'est vrai qu'il est très profond. Il est surtout c'est quelqu'un qui rayonne d'une énergie assez contagieuse solaire. Très solaire et très charismatique. Je pense que c'est lui l'acteur de la famille, en fait. Il a vraiment une tronche de mafieux italien et c'est très bon d'être à ses côtés. Ouais. Vous êtes aussi le neveu, je crois, du dramaturge René Kaliski. Est-ce qu'on peut dire que c'est une enfance nourrie par le sens artistique et l'intelligence de la vie que vous avez eue ? Disons qu'il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait surtout ma mère qui prenait beaucoup de place, comme dans ma vie et comme dans ma tête et partout. Et Dieu et merci, parce que c'était une femme exceptionnelle, mais très mouvementée, très voilà. Donc rien n'était jamais vraiment normal en fait. Tout était toujours un peu décalé. Donc j'ai été quand même éduqué, oui, avec une. Je veux dire, toutes les conneries, il devenait merveilleuses à faire avec ma mère. Elle était pas, voilà, tout était création, quoi. Donc, si je collais des pièces sur tous les murs de l'appartement, mon père m'engueulait et ma mère disait que c'était génial, c'était une œuvre d'art. Donc, vous voyez, c'est ce qui fait que ça n'a pas collé entre eux ? Ça n'a pas collé entre eux après 20 ans. Écoutez, 20 ans, ils étaient très jeunes. Ma mère avait 17 ans, donc je crois que c'est une très belle histoire, mais qu'ils avaient besoin de vivre d'autres choses, en tout cas. Évoluer différemment. Alors vous allez, il me semble, grandir avec votre mère. Vous allez arriver à Paris. Finalement, après, vous allez retourner à Bruxelles. Vous allez faire vos études. Oui, il me semble. Et très tôt, vous savez ce que vous voulez faire, il me semble, Jonathan Zakaï. Vous voulez de base être scénariste, vous voulez être dans le milieu du cinéma ou non, ça pas arrive très tôt. Plus tard. Ouais, ça arrive plus tard. Oui, non, c'était plus un non-choix parce que ce qui est merveilleux quand vous voulez comédien, c'était un peu, on part sans savoir ce qu'on va faire, et donc je pense que j'avais surtout envie d'un peu de ne rien faire en fait, un petit temps comme ça, un peu de voir la vie venir. C'est un métier de mystère au départ puisque il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de voie. Souvent les jeunes comédiens me demandent comment est-ce que je veux dire vraiment, il n'y a aucune à part le conservatoire, il y a peu de routes fiables quoi. Donc c'était l'aventure quoi. L'aventure, mais vous voulez être réalisateur. À un moment donné, vous vous dites, voilà, je vais démarrer par cette carrière-là, avant de vous tourner vers le métier d'acteur. Vous avez su quelque part que vous vouliez être dans le cinéma. La vie a fait en sorte que je voulais dans le cinéma, vous deveniez. J'étais assistant sur un film de Chantal Akerman, par exemple. Enfin, je voulais tous les postes m'intéressaient dans le cinéma et m'intéressaient, donc voilà. C'était ce secteur et c'était pas un autre. Oui, ça c'est vrai, assez vite. Alors après un passage par la publicité quand même, qu'il faut souligner, il me semble, vous allez figurer dans de nombreux spots diffusés pour certains en Grande-Bretagne. Vous apparaissez ensuite au cinéma et à la télévision. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois, de votre premier rôle, du pied à l'étrier, comme on dit ?
Ah oui, écoutez, mon premier rôle, c'était quand j'étais encore au lycée. C'était vraiment pas du tout, je voulais pas être acteur. Mais il se trouve que j'avais fait un casting pour une pub, je sais plus par quel biais. Et j'ai fait une pub pour Nesquik avec Jean Becker, donc quand même. Et je me rappelle qu'on m'appelait, à l'époque, c'était le gros Quick, le personnage. Donc je m'étais fait charrier. Je m'étais pas mal fait charrier avec cette pub au lycée, parce que forcément. Et voilà, donc c'est mon premier souvenir. Mais c'était un chouette souvenir. Je devais être dans un avion à hélice. Enfin, c'était marrant. Premier souvenir en tout cas devant la caméra, Nesquik. Et premier film, je crois, La Révolte des enfants. Oui. C'est en 91. Ensuite, vous n'allez pas vous arrêter. Jonathan Zakaï, quelques années plus tard, évidemment, Lifeline, Petite chérie d'Anne Villasec, Les Déclassés, bien d'autres films, bien sûr. En 2012, JC comme Jésus-Christ, qui est le premier film que vous écrivez, que vous réalisez, il me semble aussi. Et puis, bien sûr, on va vous voir dans Le Grand Bain de Gilles Lelouch ou encore L'Homme de la cave récemment de Philippe Leguet aux côtés, on en parlait tout à l'heure ensemble, de François Cluzet. Et puis la télévision, et alors là je suis très étonnée parce que je l'avais complètement oublié pour avoir été très friande de ces séries. Extrême Limite en 93 et Sous le soleil. Oui. Anecdotique, mais qui est quand même fait partie de votre parcours. Oui, mais si vous voulez, c'est pas anecdotique. Ce qui est anecdotique, ce qui est fou, c'est que j'en ai fait quand même un et un. Ouais. Bon, donc je veux dire, j'ai fait d'autres choses aussi qui sont comme ça, mais je renie pas du tout. D'ailleurs, je suis très heureux d'avoir fait ça, mais c'est vrai que j'en ai fait peu parce que je voulais pas être enfermé dans. C'était déjà très cloisonnant comme série en fait. Enfin, on avait une image assez. Bien sûr. Donc j'en ai fait un ou deux. Sous le soleil, je crois que j'en ai fait un ou deux, je sais plus. Et Lifeline aussi. Voilà, donc c'était marrant. Très peu d'épisodes, mais en tout cas, une série qui va marquer votre carrière, c'est le rôle de Raymond Sisteron dans Le Bureau des légendes. C'est un rôle important pour vous. Vous diriez que c'est le rôle qui a été le propulseur de votre carrière ou pas ? Ben, vous savez, moi j'ai eu plusieurs propulseurs et je suis je travaille depuis toujours. Moi j'avais eu le rôle de sa vie avec Anne Jolie, Karen Viard, qui avait bien marché à l'époque, de François Favre, qui était une comédie dramatique très réussie par exemple. Mais c'est vrai que là dernièrement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été marquant pour moi, en tout cas comme expérience, et ça me permet oui, ça m'a mis une belle lumière sur moi, le Bureau des légendes, et sur nous d'ailleurs, sur pas mal d'acteurs du Bureau. C'est une très belle série, remarquable même. On va vous voir dans beaucoup d'autres films, évidemment. Le plus beau jour de ma vie, dans d'autres registres aussi, comme De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard. Un petit miracle aujourd'hui, on va en parler. Mais est-ce que d'ores et déjà, Jonathan Zakaï, vous direz que c'est un beau parcours au long cours ou tardif, avec une réussite plus tardive? Parce que moi, par exemple, je vous connais concrètement depuis Infidèles. Je suis tombée amoureuse de vous dans ce film. Je trouve que vous êtes incroyable. Je trouve que vous avez un rôle qui est très très fort, qui est très ancré et qui est à l'image, à mon avis, de votre rôle d'acteur, souvent dans des rôles de rupture, d'amoureux, sociétaux, de rôles en tout cas de père de famille, mais aussi de rôles de vie, comme on a l'habitude d'aimer et d'en connaître. Mais alors après, c'est peut-être une question d'âge, parce que j'ai des spectatrices qui sont tombées amoureuses de moi avant vous. Non, je rigole. C'est le prétentieux. Vous avez bloqué sur ça. Sortez tout de suite. Non, mais je ne bloque que là-dessus. Enfin, oui, je vois bien. Forcément. Non, mais ce qui m'a fait rire, c'est quand vous avez dit avec ces rôles d'adultère, avec plusieurs séries. C'est vrai. C'est vrai que j'avais pas mal enchaîné. Vous en avez enchaîné beaucoup quand même. Mais c'est marrant, oui. Non, mais c'est drôle parce que si vous voulez, on est toujours son dernier rôle. Et là, par exemple, franchement, moi, le directeur d'EHPAD, il est plutôt solitaire. Donc voilà. Mais pour répondre, oui, en tout cas, c'était une très belle. Je sais plus c'était quoi la question de base, en fait, parce que là, franchement, je suis parti sur. Non, je vous disais qu'il y a eu beaucoup de rôles récents où moi je vous ai découvert. Mais est-ce que vous diriez que c'est un parcours au long cours qui vous a formé, ou que vraiment ces dernières années? Complètement. Non, mais moi je suis. Oui, c'est vraiment. Je suis un laborieux. J'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours travaillé. Et puis la lumière, elle vient doucement, tranquillement. Et c'est vrai que ça me va très bien comme ça, parce que c'est pas qu'on choisit pas. Je veux dire, tout à coup, si je serais par contre que mais un on petit vous voit miracle de plus en plus. Oui, Jonathan Zakaï, vraiment, vous devenez incontournable. C'est adorable. Non, mais en tout cas, c'est bien comme ça. Si vous voulez, si j'ai eu le temps, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi, pas trop de lumière non plus, quoi. Pourquoi ? Écoutez, parce que je suis plein de contradictions, parce que je pourrais très bien retourner ma veste et vous dire que j'adore ça, parce que c'est vrai que c'est en même temps agréable, hein. J'adore, moi, que les gens viennent, et surtout, par exemple, pour le Bureau des légendes, c'est un bonheur de voir l'amour que les gens ont d'une série quand c'est quelque chose dont vous êtes fier.
Maintenant, quand je vois, là, j'ai tourné avec Jean Dujardin, que j'aime beaucoup, et je vois quand il arrive, on arrive en voiture, je voyais des gens qui s'agitent déjà à 200 mètres. Je sais pas si il le vit très bien, mais je sais pas si je sais pas si je le vivrais très bien. J'aime bien être surpris d'être reconnu. J'aime bien, vous voyez, je trouve que ça doit pas être évident, mais je ne m'en plaindrai pas si ça m'arrive, évidemment, parce que ça fait partie du métier. Mais voilà. Mais vous aimez aussi votre tranquillité, je crois, et marcher seul dans la rue. Oui, parce que si vous exactement, j'adore marcher dans la rue tranquille, et j'adore raconter des conneries aux inconnus, et sans ça, si quand ils me reconnaissent pas, c'est mieux. On va donc arriver à ce film qui s'appelle Un petit miracle, un nouveau rôle et une nouvelle casquette alors aujourd'hui au cinéma dans cette comédie dite dramatique, je dirais aussi un peu romantique et sociale, si je peux me permettre, Tout à fait. de Sophie Boudre, jouée par Alice Paul, Eddie Mitchell, Régis Laspalès a souligné aussi. Et vous, Jonathan Zakaï, de quoi parle ce film ? Il parle d'un fait qui est au départ réel, dont tu as entendu parler la réalisatrice, qui était aux États-Unis, je crois que c'est une maîtresse d'école justement, qui a eu l'idée d'installer une crèche dans un EHPAD pour voir ce qui se passait entre justement ce rapport entre les enfants, les personnes âgées, et ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est de plus en plus d'actualité. Et donc ce qui se passe, c'est que la classe d'Alice Paul, elle est obligée de trouver un endroit parce que l'école a brûlé, et le maire lui trouve une classe, de la place, le seul endroit c'est dans l'EHPAD. Et je suis le directeur de l'EHPAD, évidemment au départ je suis contre l'installation de cette école, et puis au fur et à mesure je me laisse gagner, et c'est vrai que l'expérience est assez magique, quoi, entre les vieux et les enfants. Bande annonce. Les pompiers disent que c'est peut-être un départ électrique. Qu'est-ce qu'on va faire ? La seule salle aux normes, elle est dans un endroit où personne ne veut foutre les pieds. Écoute, c'est joli, hein. C'est juste une maison de retraite, hein. Tu verras, ils sont mignons. Dans votre intérêt comme dans le mien, votre école et la résidence seront deux espaces parfaitement étanches. J'ai hâte. Là, je vois au moins 12 violations d'hygiène et de sécurité. Non, ne bois pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Anna et Rebecca qui ont gentiment accepté d'être des fleurs. Ah, attention, tu comptes 3, 4... Toi, tu prends les légumes et moi la viande. Eh oh, tu vas pas m'arnaquer. On fait 50-50. Coucou Rose. T'as vu mes colliers ? Oh, ils sont jolis. Voilà la bande-annonce du film Un petit miracle que nous venons d'écouter. Jonathan Zakaï, c'est une histoire intergénérationnelle. Complètement. Il faut le dire. Ce film s'adresse à qui ? Mais je crois que ce film s'adresse aux familles, vraiment aux familles en général, à l'envie de communication de peut-être quand les personnes âgées sont parfois un peu réduites au silence dans notre société, sans vouloir faire dire des clichés, mais j'imagine des personnes âgées qui ont plus leur famille par exemple. Je pense que c'est donc tout à coup c'est une note d'espoir, et les anciens. Encore une fois, c'est un cliché, mais c'est nos mémoires vives. C'est eux qui peuvent, comme dans le film par exemple, transmettre l'histoire mieux que personne, et c'est vrai que c'est important la mémoire. Donc il y a ça, et puis voilà, il y a le plaisir de les enfants aussi, ils trouvent quelque chose je ne sais plus où je vais, mais voilà. Jonathan Zakaï, j'ai très envie de savoir pourquoi vous avez accepté ce rôle, parce que vous venez de parler il y a quelques secondes de mémoire, de transmission. Pour avoir un petit peu travaillé votre histoire, évidemment, j'ai envie qu'on essaye de concilier un peu et ce rôle et la vie aussi, parce qu'il y a une histoire aussi dans votre vie. Il me semble savoir que votre grand-père, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, Ben Zakaï, est-ce que je me trompe, peut-être un rabbin dans votre famille? Est-ce qu'il y a de ça? Non, Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous savez de qui ça vient? C'est une histoire drôle? Ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque? C'est mon arnaque. Mais c'est mon arnaque que je ne pense pas en parler. Non, mais parce que je rigole, parce que si vous voulez... On va savoir. Il y a dans la Bible un grand... Oui, il y a un personnage qui s'appelle Yochanan Ben Zakkai, en fait, qui a sauvé la Torah, en fait, et en la cachant des Romains. Et qui a été aussi à l'initiative de la première école talmudique. Et donc, souvent, comme je ne suis pas pratiquant, je dis, moi, j'ai le droit de ne pas être pratiquant parce que je suis le descendant du Yochanan Ben Zakkai. J'adore cette histoire. Donc, voilà, donc c'est une manière de me défiler... Voilà, et donc voilà, c'est juste ça. Non, mais cela dit, il porte mon nom, et c'est peut-être même pas de ma famille avec tous ces millénaires qui sont passés, mais en tout cas, j'en suis fier. Et peut-être finalement qu'il y a quelque chose derrière et que vous le savez pas. Souvent, c'est comme ça. Mais oui, souvent c'est comme ça. J'attends toujours. Peut-être un signe bientôt. Vous venez de l'évoquer il y a quelques secondes, Jonathan Zakaï, évidemment obligé d'en parler avec vous. On est sur Radio J. Quel genre de juif vous êtes? Quel genre de juif vous vous sentez?
Si je vous dis un juif Il n'y a belge, pas de mauvaise réponse. un juif belge, c'est-à-dire que je suis entre le houmous et la frite. Vous voyez, je suis un peu entre. Je suis à Ça mi-chemin. peut se concilier, je Vous pense. voyez Très bien même. Vous voyez non, je suis un juif culturel. J'aime Isaac Bashevis Singer. J'aime la culture. J'aime ça. Je suis anticommunautariste un peu, donc je sais pas si c'est l'endroit pour le dire, parce qu'en même temps j'aime la communauté aussi. J'ai de la tendresse, mais je ne suis pas. J'ai toujours voulu. Je suis un peu vous savez, comment dire, j'aime pas être rassuré en fait par un groupe. Donc comme j'aime pas être rassuré, j'aime bien être en dehors d'un groupe. Mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir de la tendresse pour ceux et parfois de la tendresse pour les rituels et plein de choses. Mais voilà, donc je suis, c'est une identité particulière. Hein. C'est difficile de se définir quand on n'est pas pratiquant d'ailleurs. Le fait d'être rassuré, ça veut dire que ça vous rassure d'être toujours en questionnement ? Oui, peut-être en questionnement, peut-être aussi c'est un héritage. Mon père était mes grands-parents étaient très religieux en fait, et mon père s'est révolté contre la religion et il m'a tout de suite mis presque, il m'a donné ce legs-là, donc ça a été compliqué pour moi aussi parce que je veux dire c'était lui, il était très religieux enfant et c'était trop pour lui. Il a fait tout le cheminement que moi j'ai pas fait, j'ai juste hérité de son histoire et après. Mais voilà, oui, le questionnement, de toute façon, c'est quelque chose qui est propre peut-être à tout le monde d'ailleurs, mais pas mal aux juifs aussi. Et puis voilà, et puis on a une histoire. L'histoire, enfin moi j'avais un oncle qui était un oncle assez génial, qui m'a beaucoup parlé de la guerre, qui m'a fait vivre tout ce qu'il a, beaucoup de choses, qui m'a appris à jouer aux échecs. Enfin voilà, il y a tout ça quoi. Tout ça dans votre histoire, évidemment, que vous venez de nous raconter, avec cette existence aussi du côté de votre maman qui était polonaise. Donc forcément, une histoire chargée que vous venez de nous partager. Jonathan Zakaï, on va revenir à ce film parce que les passerelles sont là. Vous êtes Antoine, le patron d'une maison de retraite qui n'aime pas finalement être rassuré non plus. C'est la résidence des Platanes, en tout cas cette maison de retraite, aux côtés de Juliette, Alice Paul, jouée par elle, qui est l'institutrice qui voit sa classe brûler, vous nous l'avez dit tout à l'heure, qui va devoir intégrer votre maison de retraite avec ses petits pour faire sa classe. Et alors vous êtes bougon au départ, pour pas dire désagréable. C'est pas votre style. Non, c'est vrai, c'est pas mon style à moi, vous voulez dire. Ouais, non, mais c'est vrai que ça me faisait rire de jouer, parce que bon, je fais peu de comédie alors que j'adore ça, et donc quand elle m'a dit tu vas jouer un directeur d'EHPAD, c'est sûr que bon, je pensais pas comédie, directeur d'EHPAD, donc j'ai essayé il est un peu bougon, et puis j'ai essayé quand même d'intégrer un peu, de mettre de la comédie, même dans sa, voilà, dans son côté un peu rigide, qui est propre à, c'est compliqué d'être directeur d'EHPAD, hein, je veux dire, moi j'ai visité les EHPAD un peu, enfin un EHPAD en tout cas, et les problèmes dont parle le film sont vraiment d'actualité, de problèmes de personnel, de choses. Donc voilà, donc j'étais un peu dépassé. Et puis c'est vrai que le côté bougon, c'était amusant en fait. C'était amusant, oui. Et on voit d'ailleurs que vous allez très vite faire tomber les barrières. Il y a beaucoup d'enjeux, de sujets dans ce film. La connivence entre les vieux, comme on dit, nos vieux, et les enfants. La difficulté et la frustration des soignants aussi qu'il faut soulever. C'est un problème et un sujet d'actualité. Et le sujet aussi de la sexualité en EHPAD. Un petit extrait. Vous êtes devant la chambre de Robert, là. Robert, il dort. Non, il dort pas. Robert, c'est Rose. Bon, je me sentirais mieux si vous allez vous coucher. Georges, j'essaie de trouver le sommeil. Bah bien sûr, en slip. Voilà, c'est l'extrait de la bande-annonce qui est très touchant. Évidemment, il y a un rôle qui est encore plus émouvant, c'est celui de Madeleine, où on voit ce côté finalement. On se rend compte que la vieillesse finalement a quelque chose de très lié à la jeunesse, parce que quand on vieillit, on retombe un peu en enfance. Je crois que c'est ce que ce film veut montrer aussi. C'est marrant, oui, parce que je disais, je sais plus en riant, mais je me suis dit, tiens, c'est un peu le syndrome Benjamin Button, quoi. Ouais. Il y a un peu un retour comme ça de l'enfance. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant du tout d'ailleurs, mais en fait, le thème de l'Alzheimer qui est traité justement à travers le personnage de Madeleine, j'ai eu un ami à moi qui m'a parlé tout à coup de sa mère en me disant, c'est fou. Alors, évidemment que c'est pas, je n'encourage pas l'Alzheimer et je pense que c'est dur, mais il me disait tout à coup, j'ai retrouvé ma mère sans tout ce qu'il y avait de psychorigide chez elle qui m'emmerdait. Tout à coup, je me suis retrouvé face à elle. Alors évidemment, elle se rappelle pas toujours de moi, mais elle est revenue comme je l'ai aimée en fait. Et donc je trouvais ça, je me suis dit tiens, il y a quand même de belles choses aussi, même dans le pire, c'est-à-dire que tout à coup, on peut perdre en étant dans l'Alzheimer, on redevient juste l'essence de soi aussi. Ouais. Et donc c'est
c'était assez. Voilà, c'était une belle histoire en tout cas par rapport à ça. Et... On perd ses barrières avec le temps. Je pense aussi à Jonathan Zakaï. Alors juste une petite parenthèse, puisqu'on l'évoquait il y a quelques secondes, Alex Darmon, qui est un producteur et qui vient très souvent ici, a adapté aussi entre guillemets ce format, un format, puisque je sais que ce film est aussi basé de ce que vous disiez tout à l'heure, je crois d'un documentaire ou de quelque chose qui est aux États-Unis, en France. Mais qui est en France maintenant. Exactement. Ouais. Et ce format en France pour Canal+, avec le documentaire Une vie d'écart diffusé il y a pas si longtemps sur Canal+, donc je le recommande aussi. Et donc il y a quelques secondes on évoquait le fait que bien les jeunes peuvent se retrouver avec dans les maisons de retraite. Est-ce que vous pensez que ça justement, il n'y a pas un enjeu très fort avec ce film qu'on devrait d'une part diffuser dans les écoles le plus tôt possible, si possible, et éventuellement faire un appel au gouvernement pour que ça devienne peut-être une sortie scolaire, une obligation en tout cas pour plein de raisons? Mais à fond. C'est vrai que pas mal de gens me proposent ça et je suis tellement, je trouve ça tellement enthousiasmant. Je crois qu'on manque parfois d'idées pour des raisons on sait que dès qu'on veut installer quelque chose de nouveau, il y a 6 administrations qui sont en communication et que ça met des années. Mais par contre, je trouve que ce serait beau. C'est en train d'arriver. Il y a une association. Alors j'espère que je vais pas écorcher leur nom. Je crois que c'est Tom et Josette. Bon, excusez-moi, on si vérifiera. c'est Josette, j'en suis sûr, Tom, j'en suis moins sûr. Et donc, qui ont déjà initié les crèches installées, et c'est merveilleux, ça se passe très bien. Et oui, je pense que même un jour par mois, ils ont installé une crèche, je crois, je ne sais pas si c'est momentané ou permanent, carrément, dans des EHPAD. Et donc, ça se passe super bien, parce que il y a des moments où les vieilles personnes sont en contact avec les enfants, et ça donne des merveilleux moments. Apparemment, il y a des binômes qui se créent parce qu'il y a quand même des affinités aussi, parce que c'est pas n'importe quel enfant qui a envie de voir n'importe quelle vieille personne. Enfin, il y a plein de choses et je crois que peut-être que ça nous raconte aussi une chose, c'est que la société, pour l'instant, les infrastructures sont très solides et parfois un peu de créativité et d'amour et de choses simples peuvent tellement changer les choses, quoi. Je veux dire, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un discours un peu comme ça cliché, mais c'est vrai. Je crois que les administrations sont pas assez penchées sur la douceur, la créativité, des choses qui c'est pas juste ça roule, quoi. C'est pas juste ça roule. Jonathan Zakaï, ce film en surface très léger, avec beaucoup de douceur, a un vrai enjeu. Moi, je crois qu'il faut créer du lien. On est en plein dans la réforme des retraites, évidemment, donc on pense à nos petits vieux. Resserrer le lien, évidemment, apporter de l'aide dans les EHPAD, développer l'empathie de nos enfants, développer aussi l'éducation, le recul sur la vie, l'amour, et puis le deuil. Le deuil le plus tôt possible, essayer d'expliquer que la mort fait partie de la vie et peut-être que nos enfants ont besoin aussi de voir cette réalité pour grandir avec l'empathie, tout ce qu'on peut offrir à notre jeunesse qui parfois en manque cruellement. Qu'en pensez-vous ? Non, je suis pas là pour vous faire pleurer. Non, pas la mort, Cyrielle. Moi, vous savez que j'avais ça quand j'étais enfant, je pensais très longtemps que j'étais immortel. Et je le disais jamais à personne. Je l'avais pas dit, je le gardais secret pour moi. Et franchement, le jour où j'ai accepté que j'allais mourir, franchement, c'était horrible. Donc, pour moi, les enfants, il faut les laisser découvrir tout seuls la mort. Alors, dans ces cas-là, c'est presque un concept intime et ça le reste tout au long d'une vie parce que il y a des gens à mon âge qui pensent tout le temps à ça, d'autres pas du tout. Mais je crois pas que ça s'apprend. C'est un peu comme la sexualité. Je crois pas que ça s'apprend. Ça s'apprend pas. La mort et la sexualité. D'accord, mais tardivement alors. Oui, il vaut mieux. Ouais, tardivement, le plus tardivement possible. On va rester ensemble, Jonathan Zakaï, pour continuer à parler avec vous de ce film Un petit miracle en salle aujourd'hui, avec également nos chroniqueurs qui nous rejoignent sur l'antenne de Radio J. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Sénicou. Rebonjour Alexandra. Rebonjour Cyrielle, à la une de l'actualité, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, s'est envolé ce matin vers Bruxelles, un voyage de 2 jours pour marquer la journée internationale de commémoration de la Shoah demain. Diplomatie, on en sait un peu plus sur les discussions entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le roi de Jordanie Abdallah II lors de leur rencontre hier. Le Premier ministre israélien aurait promis au roi jordanien que le statu quo sur le mont du Temple à Jérusalem serait préservé. La guerre en Ukraine, l'Allemagne de
donne son feu vert pour la livraison de chars Léopard. L'Ukraine salue un premier pas. Berlin fournira dans un premier temps 14 chars puisés dans ses propres stocks. L'actualité en France est la réforme des retraites. Alors que le gouvernement assure pouvoir compter sur le soutien des Républicains pour porter sa réforme, des divergences se font entendre au sein du parti de droite. Xavier Bertrand estime notamment que le texte manque pour l'instant de justice. Et merci beaucoup Alexandra Sénigon. On vous retrouve dans 30 minutes pour le journal de l'information. Tout de suite, une très courte pause et nos chroniqueurs nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour Evital. Bonjour, Boker Tov, Shalom Ilana. On vous retrouve tous les matins à 6h47. Et oui, Ken, avec Mila, le mot du jour, Mila Beyom. Un cours d'hébreu à l'Ulpan Écuge, info sur écuge.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Jonathan Zakaï, pour le film Un petit miracle en salle aujourd'hui. L'occasion bien sûr de revenir sur ce film encore un petit peu avec vous, Jonathan Zakaï. Ce film est dédié, je crois, à Joseph. Il est écrit pour toi, mon Joseph. Et j'ai envie de savoir qui est Joseph. Bah écoutez, c'est en fait Sophie Boudre a une sœur qui s'appelle Juliette Boudre qui a écrit un livre là-dessus. Il y a un film qui s'est tourné avec Gwendoline Amon qui interprète le rôle de Juliette justement. Et Joseph est un jeune homme, c'était son fils, le fils donc le neveu de la réalisatrice, qui est un jeune homme, un très beau jeune homme brillant qui malheureusement voilà est tombé dans les médicaments, des problèmes de drogue un peu, drogue médicamenteuse je crois, je connais pas précisément et qui malheureusement est parti beaucoup trop jeune. Et voilà, donc le film c'est à son hommage, voilà, c'est pour ça. C'est une jolie histoire, évidemment, et c'est vrai qu'on a toujours envie de consacrer un film à quelqu'un. Peut-être aussi le fait de se dire que, voilà, ça peut aussi sauver les enfants, cet amour qui est offert dans ce film, où il y a énormément d'amour. L'amour, on en parlait tout à l'heure, que ce soit pour les enfants entre eux, comme les enfants, bien sûr, avec nos anciens, pour leur apprendre ça. Pour vous, Jonathan Zakaï, est-ce que ce film, il est dédié à quelqu'un, ou vous avez joué juste ce rôle parce que vous trouvez qu'il y avait un enjeu à vous mettre dans une autre peau? C'est marrant ça comme question parce que je ne dédie jamais un film ou un rôle à quelqu'un en fait, mais c'est marrant parce qu'on m'a parlé d'écriture l'autre jour. Une amie m'a dit, tu sais, il y a Virginie Despentes disait qu'elle écrivait toujours pour quelqu'un un livre. Et ça m'a fait tiens, c'est marrant. Et non, moi en fait, je crois que ce qui m'amuse en fait, c'est toujours d'aller explorer un endroit que je connais pas et de m'imaginer, de me projeter. Comment est-ce que je serais directeur d'EHPAD tout simplement, et comment est-ce que c'est génial de tout à coup avoir des pensionnaires d'un certain âge comme ça, de se projeter et de le vivre, d'essayer d'être le plus proche d'une réalité quoi. En fait, c'est surtout l'exploration. Je m'ennuie beaucoup, donc parfois même dans ma propre vie, je me crée des aventures qui n'existent pas, et donc là, j'ai la chance d'avoir une bonne raison et d'être payé pour m'en inventer quoi. Donc est-ce que Jonathan Zakaï, vous vous êtes pas demandé, notamment dans ce livre que vous avez sorti l'année dernière qui s'appelle Ma femme écrit, ou qui est une ode, une déclaration, j'ai envie de dire quelque part aussi à votre mère, si quelque part dans ce film-là, vous n'auriez pas pu vivre ça avec votre mère, qui aurait pu se retrouver dans cette situation, dans un EHPAD, comment vous auriez vécu cette histoire-là? Parce que c'est l'histoire de beaucoup de nos parents qui se posent cette question, et même de nous-mêmes, où on se dit, est-ce que moi, je serais capable de mettre mes parents en EHPAD? C'est encore un sujet dans le sujet, évidemment. Ah oui.
Et vous seriez capable ? Honnêtement, j'en sais rien. Et vous disiez tout à l'heure que... Eh bien, vous aviez fait une journée en EHPAD. Moi, j'ai fait une journée dans 5 EHPAD. J'ai voulu aller voir ce que c'était au plus proche de là. Enfin, je parlais de moi, mais de là où il y avait le moins d'argent, où il y avait le plus d'argent. Vous êtes en train de me psychanalyser, c'est très mal. Et je me dis qu'on se pose cette question et qu'avant de se poser cette question, il faut aller voir et que finalement, malgré tout, c'est un mouroir, c'est certain. Mais parfois, certains n'ont pas le choix. Donc, la question se pose. Écoutez, la vie lui a permis, je me suis épargné ce questionnement, en tout cas en ce qui concerne ma mère, oui, parce que voilà. Mais maintenant, je crois que ça aurait été infernal, parce que déjà, à l'époque, quand elle est malheureusement tombée malade, c'était un personnage très haut en couleur, et on a eu des problèmes dans les maisons de soins où elle s'est fait virer d'une maison de soins, donc c'était vraiment surréaliste parce que j'étais devenu le père de ma mère et je venais gérer avec la directrice la situation et on s'est fait vraiment virer alors qu'elle était très malade et j'ai halluciné parce que je me suis dit putain c'est dingue là, le manque d'humanisme, d'humanité parfois de compréhension voilà parce qu'elle avait un comportement, elle pouvait engueuler les gens, elle pouvait les insulter, les aimer après, vouloir les peindre. L'infirmière lui vendait ses petits sacs, elle l'a dessiné à moitié à poil. Enfin, c'était des scènes vraiment. C'était un personnage incroyable. Donc, c'est vrai que je pense que dans un EHPAD, ça aurait été assez drôle. Par contre, je pense que ça aurait été drôle à voir. Mais je pense pas que c'est compliqué les EHPAD en tout cas justement parce que ça manque. Je pense que si aujourd'hui on commence à faire on est créatif et on commence à avoir des enfants qui viennent faire qu'on laisse une chance aux infrastructures de pas être juste bloqué sur des règles comme ça strictes. Il faut laisser rentrer la vie dans ces endroits-là, quoi. Voilà l'enjeu du film. Merci Jonathan Zakaï. Dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts pour bien sûr découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et vous nous avez confié, Jonathan Zakaï, beaucoup aimé la pièce Lorsque l'enfant paraît, que nous avons déjà traité sur l'antenne de Radio J. Mais Christophe Barbier souhaite nous faire découvrir André Roussin, auteur de cette pièce, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour Christophe. Cher Cyrielle, comme beaucoup de Parisiens, votre invité a découvert ou redécouvert André Roussin avec Lorsque l'enfant paraît, son grand succès de 1951, repris cette saison au Théâtre de la Michaudière avec Catherine Fro et Michel Faux. 1911-1987, André Roussin est un parfait contemporain de Jean Anouilh, mais il n'imprime sa marque, contrairement à cet illustre collègue, qu'après la Seconde Guerre mondiale, en tout cas comme auteur. Avant, André Roussin est un juriste qui s'ennuie, un Marseillais aux ambitions d'écrivain, alors il décide de s'engager dans la troupe du Rideau Gris. Et il court de ville en ville en cachetonnant, c'est une troupe assez modeste, une existence de saltimbanque. Pendant la guerre, son succès de comédien, enfin monté à Paris, lui permet de placer ses premiers textes. Il fait jouer Amstramgram par une jeune comédienne qui s'appelle Micheline Prel. Puis, La Petite Hutte, adaptée d'une pièce catalane, c'est un curieux vaudeville qui se passe sur une île déserte et là, c'est le succès. Cette pièce augure d'une œuvre audacieuse et Roussin ne trahira pas cette espérance en s'attaquant à des sujets sulfureux. La paternité, comment être certain qu'on est le père de ses enfants, c'est le thème de la Sainte Famille, l'homosexualité, avec les œufs de l'autruche, l'avortement, avec Lorsque l'enfant paraît. Roussin affronte les débats de son temps, ce qui donne à ses créations un courage polémique à l'époque, mais fait vieillir ses pièces à grande vitesse. En effet, les tests ADN suppriment le sujet de la Sainte Famille. Simone Veil ruine l'actualité de Lorsque l'enfant paraît. Et le sida envoie au grenier les œufs de l'autruche. Cela n'empêche pas les metteurs en scène et les directeurs de théâtre de se risquer encore à monter du Roussin. Loïc Corbery, par exemple, futur sociétaire de la Comédie Française, joue en 1997 Lolo, un modiste homosexuel aux côtés de Gérard Hernandez dans Les œufs de l'autruche. Michel Faux, cette année, nous donne encore l'exemple de l'actualité possible de Roussin. Mais c'est vrai que l'on pousse vers le boulevard ce qui était plus ambitieux dans l'écriture initiale. C'est frappant avec la reprise de La Sainte Famille en 72 ou d'Amstramgram en 76 avec Francis Perrin. C'est pour Au Théâtre ce soir, on voit que ça s'adresse à une clientèle un peu âgée. Et puis c'est le cas aussi cette année avec Lorsque l'enfant paraît. Plus de boulevard, moins de combat sociétal. Demeure une pièce, Bobos. Rôle que François Perrier a rendu immortel, Gérard Rinaldi l'avait repris avec talent en 1994. Bobos frappe d'abord par sa scène initiale. Au lever de rideau, on voit le héros tête en bas, il fait le poirier. 1500 fois pour François Perrier,
le créateur du rôle. Ensuite, l'intrigue de Bobos est marquante. Un acteur joue un dessinateur fameux que sa femme va quitter et qui laisse advenir l'inéluctable. Il ne se bat même pas. Au deuxième acte, le public découvre que le comédien vit à la ville ce qu'il joue à la scène. Une séparation douloureuse. Où est le vrai ? Où est la comédie ? Où est la scène ? Où est la salle ? Les jolis passages sur la nature humaine permettent à cette pièce de vieillir moins que les autres. Si je suis élu, je deviendrai immortel. Si je suis battu, je n'en mourrai pas, philosophait Roussin en présentant sa candidature à l'Académie française en 1973. Il fut élu, cessa vite d'écrire des pièces car les goûts du moment le rejetaient, et il commença donc à être oublié au moment où il devint immortel. Et merci beaucoup Christophe Barbier, bon anniversaire. Bon anniversaire à tous d'ailleurs, à Christophe Barbier. Merci beaucoup, merci Christophe. Allez tout de suite la chronique émotion. Radio J, l'émotion de Jérôme. Ah là là, ça va être très dur. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Jonathan. Bonjour. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez, excusez-moi. On commence en musique on avec... est sûr on en est sûr. On commence en musique avec l'un de vos artistes préférés. La liste a été longue, mais vous en avez donné quelques-uns. Il s'agit de Stevie Wonder. Bon. Alors on peut entendre l'une de ses chansons cultes, Isn't She Lovely, sortie en 1976 sur l'album Songs in the Key of Life, considéré par de nombreux fans comme son principal chef-d'œuvre. Elton John dit même de cet album en effet que c'est le meilleur album jamais réalisé. Ce sont les mots d'Elton John. Je savais pas que j'avais des goûts communs avec Elton John. Vous avez des bons goûts. Alors Stevie Wonder, un artiste au destin assez incroyable. En 1950, il naît prématurément, placé dans une couveuse. Il perd la vue suite à une oxygénothérapie. Trop riche en oxygène. Alors malgré cet événement, il voit toute sa vie le verre à moitié plein, puisqu'il dira toujours qu'il a été porté par la chance du fait d'avoir survécu. C'est une belle leçon de vie pour des personnes parfois qui se plaignent de choses moins graves. Alors bref, dès son enfance, Stevie Wonder, il compense sa cécité par une très grande soif de créer. Il apprend très vite le piano, l'harmonica et la batterie. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, il sort son premier album dès l'âge de 11 ans, dans lequel figure la chanson Finger Trips, qui se classe numéro 1 au Billboard. Rendez-vous compte, il a 11 ans. Alors ce succès précoce de Stevie Wonder, il a failli s'interrompre prématurément. Nous sommes en 1966, alors que Stevie Wonder a 16 ans. Berry Gordy, le fondateur du prestigieux label Motown, qui a donc fait de Stevie Wonder un enfant star, hésite à prolonger le contrat du jeune chanteur qui arrive à expiration cette année-là. En effet, la voix de Stevie Wonder mue avec la puberté et la Motown craint que le public ne s'intéresse plus à lui. Alors finalement, la compositrice et productrice Sylvia Moy parvient à convaincre in extremis le patron du label de poursuivre l'aventure avec Stevie Wonder. On connaît tous la suite, une suite qui aurait pu s'interrompre brutalement puisqu'on ne sait pas si à 16 ans il aurait eu la force de rebondir si la Motown l'avait lâché. Pourquoi vous aimez cet artiste, Jonathan Zakai ? Non, mais c'est de cet album, comme dit si bien Elton John, mon bon copain Elton John, dont je partage non seulement les goûts musicaux mais vestimentaires. Bon, aujourd'hui je suis venu un peu plus sobre, voilà. Mais non, mais parce que je sais pas, parce que moi je suis assez, j'écoute les choses en boucle et cet album-là, je le redécouvre à chaque fois. J'écoute, je trouve, et puis c'est surprenant. Chaque morceau est juste sublime. Et c'est marrant pour rebondir sur ce que vous disiez sur à 11 ans son premier succès déjà. Et là ça me fait penser à ma première rencontre avec Eddie Mitchell, avec qui j'avais déjeuné. Et je lui dis mais alors comment ça s'est passé ? J'étais évidemment intéressé. 17 ans, premier album, 1 million de ventes. 18 ans, deuxième album, un peu moins bien. 700 000. Et j'étais juste, c'est fou quoi. C'est-à-dire que c'est depuis l'âge de 17-18 ans, Eddie Mitchell. Oui, il y a cette carrière incroyable. C'est une étoile merveilleuse sur sa carrière, sur sa. Et qui joue extrêmement bien dans ce film avec vous, un petit miracle, personnage extrêmement attachant, donc à découvrir bien sûr. On va poursuivre avec un autre artiste que vous appréciez, Jonathan Zakai, et vous nous le faites découvrir, Jérôme. Alors je vous le fais découvrir, je pense qu'il est quand même connu, mais on change totalement de registre avec du rap cette fois-ci, puisque vous appréciez également Mac Miller. Alors on peut entendre le titre Love Lost, extrait de sa mixtape I Love Life Thank You, sorti en 2011, alors que Mac Miller avait 19 ans, un album d'ailleurs qui a été réédité récemment en 2022. Alors I Love Life Thank You, j'aime la vie merci en français, un titre qui prend une consonance particulière aujourd'hui forcément. On rappelle en effet que Mac Miller est mort tragiquement en 2018 à seulement 26 ans. Flashback, nous sommes le 7 septembre 2018, un mois avant la sortie du nouvel album de Mac Miller, et ce jour-là le rappeur
rappeur est retrouvé mort dans sa maison située en Californie. L'autopsie révèle en effet une surdose de fentanyl, d'alcool et de cocaïne. Ce n'est pas sans rappeler le destin du fameux Joseph que vous évoquiez à l'instant. Alors si dans un premier temps les médias ont évoqué un suicide, il n'en est rien. L'enquête a en effet révélé que l'overdose de Mac Miller était tout simplement accidentelle. Depuis de nombreuses années en effet, le rappeur était rattrapé par ses démons malgré quelques tentatives de sevrage qui ont malheureusement échoué. Alors aux États-Unis, on ne plaisante pas avec les overdoses. Les 3 dealers de Mac Miller ont en effet été condamnés à 11 et 17 ans de prison. Le 3e encourt lui 20 ans. La procédure est toujours en cours à l'heure où je vous parle. Et puis comme souvent, quand un artiste disparaît, ses ventes explosent. Juste après le décès de Mac Miller, ses ventes de CD ont bondi de 634% pour être précis, tandis que ses écoutes en streaming ont, elles, augmenté de 970%. Assez troublant quand même cette histoire que vous êtes en train de nous raconter. Ça me fait penser bizarrement à ceux qui sont morts tous à la vingtaine d'années, comme notamment Amy Winehouse. Vous parlez du Club des 27, oui. Alors lui, il avait 26 ans, il y a un mois après. On y était presque. C'est des destins fauchés, des destins brisés, et qui laissent derrière eux des mythes et puis des fans, puisque systématiquement, quand un artiste meurt, les ventes d'albums explosent, ne serait-ce que Johnny Hallyday. Quand il est décédé en fin 2017, ses ventes d'albums ont été multipliés par 5. Mais pas 27 ans, quoi. Il avait il avait davantage croqué la vie de Johnny. Évidemment. On va terminer cette page musicale avec un autre artiste dont vous êtes fan, Jonathan Zakai. Dites-nous tout. Oui, et cet artiste, c'est Kendrick Lamar, que vous avez vu ou aimeriez voir en concert, si mes sources sont exactes. Alors, vous l'avez vu ou vous aimeriez le voir? En fait, c'est mon fils qui a été au concert et j'aimerais retourner avec lui. En fait, c'est lui qui m'a fait découvrir beaucoup de morceaux de rap, forcément. Enfin, pas forcément d'ailleurs, non, parce que j'en avais. Mais Kendrick Lamar, il est très fan et du coup, voilà. Alors il y a une histoire autour de Kendrick Lamar qui est assez intéressante. Ah oui. Donc là on peut entendre le titre Louis Spirit, présent donc sur le dernier album de Kendrick Lamar, donc qui est sorti en 2022. Alors Kendrick Lamar, surnommé par certains le roi du hip-hop, est considéré par des critiques comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, rien que ça. Alors Kendrick Lamar, dont le goût pour le rap est né dès l'âge de 8 ans, et c'est là que l'histoire est intéressante. Nous sommes en 1995 et cette année-là, il assiste au tournage du clip California Love avec Tupac et Dr. Dre, ses idoles du moment. Alors dès ce moment, il sait qu'il veut devenir rappeur. Il sort ses premières mixtapes sous le pseudonyme de K-Dot. Et puis, le destin va lui offrir un formidable coup de pouce accompagné d'un incroyable clin d'œil. Je m'explique. Alors qu'en 2010, il publie sa 4e mixtape dans laquelle il glorifie le gangsta rap et la criminalité, il attire l'attention d'un certain Dr. Dre. Dr. Dre a en effet vu la musique de Kendrick Lamar sur YouTube et le contacte alors car il veut travailler avec lui. Kendrick Lamar confie alors à Dr. Dre qu'il était présent lors du tournage du clip California Love quand il avait 8 ans. L'histoire est belle car Dr. Dre signe Kendrick Lamar sur le label qu'il a fondé, Aftermath Entertainment, et figure même sur certains de ses titres. On a envie de dire la boucle est bouclée et le destin est joli. Et puis on va terminer bien sûr avec du cinéma, Jérôme. Oui, alors on termine votre voyage musical dans votre univers culturel, avec du cinéma. Et question cinéma, alors vous nous avez donné une liste de films assez fournie, mais il semblerait que vous ayez un certain faible pour les anti-héros. L'un de vos films préférés est d'ailleurs Casino, si je ne me trompe pas, de Martin Scorsese, sorti en 1996. Alors un film dont vous nous confiez être fan des personnages qui, pour le coup, coche bien la case des anti-héros. On rappelle brièvement l'histoire. Donc nous sommes en 1973. Sam Ace Rothstein, incarné par Robert De Niro, est envoyé par la mafia de Chicago pour diriger un hôtel à Las Vegas. Il épouse une prostituée virtuose de l'arnaque, Ginger McKenna, alias Sharon Stone. Mais leur relation s'avère à l'image de Las Vegas, brillante en apparence, mais en réalité rongée de l'intérieur par le mensonge, les trahisons, l'alcool et la drogue. Et puis un autre danger guette notre héros, puisque son ami d'enfance, Nicky Santoro, incarné par Joe Pesci, s'engage dans un chemin sombre et criminel. Alors pour la petite anecdote, Casino est inspiré d'une histoire vraie, puis la scène où l'on voit Joe Pesci battu à mort et enterré vivant avec son frère est une reconstitution d'un véritable crime, puisque dans la vraie vie, Anthony Pilotro, un célèbre mafieux, dit Tony la fourmi, avait été battu à mort et enterré vivant avec son frère. C'était lors d'une réunion de mafieux dans un champ de maïs de l'Indiana. C'était en 1986. Le film a reproduit cette scène. Alors, entre les rappeurs qui glorifient le crime et le film Casino, il semble que vous ayez une grande sensibilité pour les anti-héros et le monde du crime, Jonathan Zakai. Alors, pour terminer, on a envie de vous demander, ce qui vous séduit, c'est les anti-héros.
Non, mais ce qui me séduit surtout dans cette histoire-là, par exemple, c'est De Niro qui, je sais pas, qui a une âme pure dans cet endroit, entouré de tous ces gens et qui a un amour pur pour cette femme qui ne l'aimera jamais et il ne lâche jamais. Et c'est hyper touchant cette histoire d'amour parce que c'est pas une histoire d'amour, justement, c'est un personnage qui a une image virile, mais qui est pas du tout viril en fait. Je trouve que c'est un personnage assez féminin, de Niro dans Casino. Il est très touchant et très inattendu parce qu'il accepte beaucoup de choses en fait de cette femme et contre vents et marées, il l'aime et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vraiment de fort et de touchant dans le personnage. Pour ceux qui se souviendraient plus de ce film, donc Sharon Stone, elle incarne une prostituée, donc dont Robert De Niro tombe amoureux, et alors que il se marie avec elle, et bien Sharon Stone, elle, est toujours amourachée de son ancien Mac. James Wood, incarné par James Wood. C'est ça, James Wood. Merci beaucoup, Jérôme Boulon. Merci beaucoup pour cette chronique. Elle est tout de suite le coup de fourchette. C'est pas grosse. Ça se mange sans. Mickaël ne fait pas de bruit, mais il va vous croquer. Bonjour Mickaël. Bonjour Cyril. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors déjà, laissez-moi faire une dédicace à mon père, parce que c'est grâce à lui que j'ai connu le Bureau des légendes. Alors vraiment, merci papa. J'ai vraiment passé de super moments en vous regardant dans votre rôle de Raymond Sisteron. Vraiment, j'ai adoré cette série. Raymond, c'est votre personnage dans le Bureau des légendes, pour ceux qui ne savent pas. Alors comme votre personnage, c'est le seul à avoir une vie sentimentale aussi désastreuse que la mienne, on pourrait échanger et faire une série sur la mienne. Je suis pas espion et pourtant je galère encore plus que vous à pécho. J'avais toujours rêvé d'être espion, car quand je regarde un film... Je galère pas du tout. Non, mais on parle de la fiction, bien sûr. Non, mais là, non, attendez. Raymond, il a 2-3 galères. Moi, j'ai quelques principes professionnels sur lesquels je ne déroge jamais. Laissez-moi, écoutez, j'ai déjà assez de problèmes dans la série. Justement, je vais y venir des problèmes sur la série. Moi, j'ai toujours rêvé d'être espion, parce que quand je regarde un film ou une série, je rêve toujours de devenir le personnage. Mais quand j'ai vu qu'ils vous ont coupé la jambe à partir de la saison 2, je me suis dit, oula, très peu pour moi, je crois qu'on va rester surveillant. Honnêtement, c'est pas pour moi. Ça vaut mieux pour moi et pour la France surtout. Alors, je suis là aujourd'hui pour parler de votre plat préféré. J'ai vu que vous étiez originaire de Bruxelles, en Belgique. Donc, vous aimez vraiment un plat typiquement belge, vu que c'est le poulet au lait de coco de curry. C'est ça ? Ouais. Vous adorez ça ? Ouais, c'est ça. Encore un plat typiquement belge à déguster sur les plages de Pattaya ou de Phuket, la salade de bœuf façon thaï. Ouais, vous aimez beaucoup à ce que je sache. Alors moi, franchement, j'ai essayé. Je vous avoue que ça m'a pas trop réussi parce que si je m'en sers, je pense que mon corps, il va tout régurgiter. Heureusement que j'ai arrêté la plomberie à ce moment-là, parce que sinon, je peux vous dire que j'aurais vraiment galéré. Et d'ailleurs, après avoir mangé ça, ça aurait été un carnage pour les toilettes du restaurant où j'ai été. Je vous ai aussi vu au cinéma, dans le Grand Bain. Alors voilà pourquoi je mange pas vos plats typiquement belges, enfin on va dire typiquement thaï. Parce que bon, si j'avais mis le slip rouge, je pense que j'aurais eu la grâce d'Alban Ivanov et de Philippe Catherine en même temps. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent, je pense que si vous avez l'image en tête, vous allez comprendre. Quand je vous parle, j'ai l'impression que vous êtes un peu un membre de la famille. Alors voilà, tellement je vous ai vu dans ma télé, je peux vous appeler Tonton John. Ça vous gêne pas ? Non. À votre âge, ça va. Parce qu'en fait, tonton, pas un rapport pervers, quoi, on va se voir la semaine prochaine chez Papy. C'est un enfant qui me le dirait. Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, là c'est pas pareil. Non, moi, je vous dis, on va se voir la semaine prochaine chez Papy Eddie Mitchell dans les salles obscures. Avec plaisir. La star de votre film pour un petit miracle. Tonton Eddie, un des acteurs principaux de votre nouveau film, qui rien que la bande-annonce m'a donné envie de me rapprocher de mes grands-parents et surtout de voir ce film. Merci pour ça, tonton Raymond, et bravo pour cette carrière, Jonathan. Merci beaucoup. Et je rappelle quand même que le film est en salle aujourd'hui. Merci Mickaël Koskas. Rendez-vous bien sûr sur votre compte Instagram mickaël.koskas et sur TikTok Mickaël Koskas Off si mon info est bonne. En podcast bien sûr sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et toutes les plateformes d'écoute de l'émission. À mercredi prochain sur Radio J. Et puis vous C'est une transition. Le sexe. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. Le sexe. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Une femme. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Là, je m'attendais pas à ça de toi. Qu'est-ce que vous avez fait de plus... En français, c'est mieux dit, parce que là... Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Je crois que je me suis un jour levé sur la table d'un resto et j'ai demandé à tout le monde, j'ai raconté exactement ce qui se passait entre cette femme et moi et j'ai demandé à tout le monde de témoigner et de dire s'ils trouvaient ça assez grave pour qu'elle s'énerve ou pas. Et donc le resto m'a permis de récupérer les petits problèmes que j'avais dans mon couple. C'est joli. Ouais. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est ? L'honnêteté. Vos 3 grands plaisirs dans la vie ? Rêver, manger
et espérer. C'est joli, non? Très joli. Votre surnom, Jonathan Zakaï? Mon surnom, écoutez, non, c'est plutôt, John. Enfin, je sais pas si c'est un surnom, si John. Bien sûr, c'est un surnom. Votre philosophie de vie? Ma philosophie de vie, c'est d'essayer, c'est très être dans le présent, quoi. Essayer d'être dans le présent, ce qui est un combat permanent. Votre prochain rêve à accomplir? Mon prochain rêve à accomplir, franchement, ça va. Essayer d'être heureux de ce qu'on a, là où on est, et voilà. Je pense que faut être modeste dans son bonheur. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Non, mais il y en a une que j'adore, parce que c'est quelqu'un qui m'a raconté ça, d'un proche qui lui a dit, tu sais, au final, tout le monde s'en fout. Je trouve ça pas mal. Ouais, c'est pas mal. Notre émission continue avec nos éditeurs qui vous interrogent sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et on découvre un coup de cœur en direct en face de moi, Julien Santini. Et encore une fois, j'ai envie de dire merci papa, on dit toute la vérité. C'est grâce à vous que je vous ai découvert. On en a parlé ensemble, Julien Santini, parce que je suis venue vous voir au spectacle, à votre spectacle, découvert au Festival de Montreux sur une vidéo où vous excellez et on est venu vous voir un Shabbat. Et c'était pas gagné, Julien Santini, et bravo. Merci infiniment. Bonjour Julien Santini. Bonjour. Merci, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour parler de votre spectacle les vendredis à 19h30 à la Petite Loge. Oui, tout à fait. Pardon, mais oui. Et alors, vous dites qu'on aime ou pas, au moins on a le loisir et le plaisir de découvrir la plus petite salle de France. C'est un argument marketing que j'ai trouvé pour faire venir les gens. C'est le plus petit théâtre de Paris. C'est une salle de 25 places. Je ne sais pas si c'est un théâtre, c'est une petite salle. Et effectivement, j'y suis tous les vendredis. Et alors, ça suscite la curiosité, évidemment, des gens qui vous suivent. On vient, on est un petit peu resserrés les uns avec les autres. On rigole même des uns et des autres et on a envie de ressortir un peu tous copains. Je sais que vous, il y a quelqu'un dans le public que vous avez chambré avec une moustache. Oui, et c'était, apprenti comédien. Et on en a parlé, après, on se parle tous les uns et les autres. Finalement, c'est comme si on venait en bande de potes pour vous voir. Oui, mais il faut dire en fait pourquoi j'ai voulu venir dans cette petite salle, c'est parce que ça fait depuis le mois de septembre que je suis arrivé à Paris avec ma femme, on a fait notre alia à Paris et je voulais être dans une salle qui était connue pour être un laboratoire où on peut tester plein de choses et Paris c'était une ville, j'ai grandi en Corse, qui vraiment m'impressionne beaucoup et je me suis dit j'ai besoin d'avoir le pouls de la ville, donc je veux démarrer en étant tranquille à l'abri des choses et je regrette pas ce choix. Et vous regrettez pas ce choix. Alors, vous parlez sur scène de votre parcours où vous avez été fonctionnaire pendant 10 ans. Vous êtes né à Bastia, vous êtes resté pendant 16 ans et demi en Corse, vous êtes allé à Lyon, puis ensuite à Marseille à l'école juive. Non, ça c'était un jour où quand c'était les vacances scolaires en Corse, j'allais chez mes grands-parents maternels pendant les vacances et c'est là que mes grands-parents m'ont amené pendant les vacances à l'école juive un jour. J'ai fait un jour, mais je le raconte parce qu'il est important quand même. Ce jour-là, vous en parlez, vous parlez du rabbin de votre enfance, Richard Malka, vous dites que votre papa vous appelle Coco, que le conseil est proche de la menace parce qu'il est corse. Oui, c'est le Rav Saba, le rabbin, je le cite pas par respect, mais effectivement, mais je raconte une anecdote où j'explique aux gens qui n'ont pas l'habitude de voir des rabbins la différence entre un rabbin et un prêtre. Alors vous parlez cela évidemment et puis vous parlez surtout du fait que vous avez été viré, Julien Santini, et alors j'ai envie qu'on écoute un extrait évidemment. J'ai travaillé 10 ans dans la fonction publique en France et beaucoup de gens, souvent, énormément à la sortie du spectacle, me disent, un jour, une personne est venue me demander « Julien, tu faisais quoi, toi, exactement, comme travail ?» Et ça, je ne pourrais pas vous le dire. Non, c'est pas que c'est secret, hein. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est tout simplement que je ne le sais pas. Donc, pourquoi j'ai été placé il n'y a pas longtemps en disponibilité, c'est-à-dire, grosso modo, j'ai été viré? C'est pour une raison très simple. Il y a énormément de rumeurs qui ont couru. J'ai entendu de tout. Je suis encore le mieux placé pour en parler, non? Il se trouve qu'un jour, j'ai fait Bibou le pervers. Bibou le pervers, qui est un personnage que je faisais à la base pour mes copains. Sauf que mes copains m'avaient prévenu et m'avaient dit Bibou, c'est rigolo, mais ne le fais qu'à nous, parce que nous, on te connaît.
il se trouve que je l'ai fait à la mauvaise personne. J'ai choisi Martine, qui, comme son prénom l'indiquait, se trouvait à l'époque, en tout cas en mi-temps thérapeutique. Alors, que s'est-il passé? Bibou, démonstration. Martine, Voilà l'extrait choisi de votre spectacle, Julien Santini. Ça donne un peu la couleur et la tendance. Vous êtes fou. Non mais j'ai pas été placé en disponibilité à cause de ça. Hein. Vous savez qu'on romance les choses. J'étais peut-être pas à ma place là-bas. Je me suis servi de ça et je tiens à dire que j'ai demandé moi-même ma propre disponibilité, mais je reconnais que le directeur a pas mis longtemps avant de dire oui. C'est vrai, il y avait une unanimité. Je l'ai imaginé en tout cas. Vous êtes pour moi un Monk à la française. Est-ce qu'on vous l'a dit ou pas? Bon, on me l'a écrit souvent dans les commentaires, mais Monk, je savais pas qui c'était. Et après, j'ai regardé. Je pense qu'il parle d'une ressemblance un peu physique avec quelqu'un un peu geek, etc. Je suis pas du tout geek parce que ce qui est pas votre cas du tout. Mais c'est un compliment, merci beaucoup. En tout cas, dans votre spectacle, Julien Santini, c'est un style tout à fait à part que vous adoptez. Vous êtes même en rébellion contre les stand-uppers que vous imitez sur scène. C'est très drôle parce que vous le faites très bien. Et c'est vrai qu'il y a ce style un petit peu commun à tous les gens, ou les jeunes en tout cas, qui démarrent sur scène en voulant s'imiter les uns les autres. Mais pourtant, c'est vos potes, hein, parce que vous jouez avec eux. Je les aime beaucoup. Je me moque pas des stand-uppers, je me moque en fait des gens qui se prennent au sérieux en arrivant et en pensant que le fait d'être cool va s'attirer la sympathie du public. Et c'est quelque chose que je déteste. Et donc, c'est le fait d'arriver, de dire ok, c'est cool. Franchement, je suis content, j'habite à Paname depuis 3 mois. Et ça, c'est quelque chose où je dis non en fait. Ouais. Et on voit que votre style donc n'appartient qu'à vous. Vous dites qu'il y a 2 choses dans la vie que vous aimez, le karaoké et les films porno. Vous dites qu'on vous appelle Jujubel Organe, mais on ne sait pas lequel. Mais en tout cas, vous faites très bien Christophe Maé. Je suis obligée de dire tout ça pour en arriver là. C'est gentil. Je raconte une anecdote où un jour j'ai entendu un présumé couple parler de son rapport au film porno. Hein. Après, je précise que c'était pas ma passion, mais c'était plus facile pour faire rire. Et Christophe Maé dirait quoi? Vous voulez que je le fasse? Ah bah évidemment. Mais je le fais. Mais est-ce que je peux préciser pourquoi je suis content de le faire? Je suis content de le faire devant vous, Cyril, mais je suis content de le faire devant Jonathan Zakaï qui est à côté et qui est mon idole. Et on va l'expliquer dans une seconde, ça. C'est clair que ça sera cool. Je suis là pour faire des transitions aussi, Cyril. J'explique que je sais chanter Bumbo Petite Automobile à la façon de Christophe Maé et c'est parti, démonstration. Oh, Bumbo, petite automobile qui paraît si fragile tout un drôle de capot. Simplement. Merci beaucoup Julien Santini. Alors vous le savez, dans cette émission, chers auditeurs, parfois des surprises, et on en a eu une aujourd'hui, et oui c'est vrai, Jonathan Zakaï ne connaît pas Julien Santini en réalité, mais en fait vous connaissez, vous direz Julien Santini. On se connaît virtuellement, Jonathan. Je connais, cela dit, Bibou le pervers par contre. Vous l'aviez vu? Ouais. Non, je rigole, pardon. Ah là là, je m'enflammais. Non mais je veux pas être malaisant, mais Jonathan, comme beaucoup de Français, bien sûr, je vous connais, je vous ai vu dans beaucoup de choses. C'est vrai que ce qu'on retient, c'était le bureau des légendes, et ça fait un lien qui est magnifique parce que c'est grâce à Artus que j'ai pu faire le festival de Montreux, qui était votre mon collègue, tout simplement. Et effectivement, je vous ai écrit parce que moi, quand il y a des gens que j'aime et que j'aime infiniment, mais je leur écris et ils répondent pas toujours, et ils répondent pas toujours avec plus de un mot. Et vous avez fait ça, Jonathan. Donc merci beaucoup. Et quand vous êtes engagé tout à l'heure à venir soit faire un café, soit à mon spectacle, j'ai été très touché. Non, pas du tout. Non, mais je vais venir vous voir parce que l'extrait que j'ai entendu, je suis très sensible ça me donne envie. Vraiment. Merci infiniment. C'est tout ce qu'on voulait. J'ai envie de savoir c'est quoi la réponse de Jonathan Zakaï au SMS ou au message sur Instagram plutôt. Mais je le fais de mémoire. C'est comme chez le psy, chez mon meilleur ami, on fait jamais, on écrit, on cite. Non, de mémoire, je lui ai dit que j'aimerais tellement s'il pouvait venir me voir jouer quand je jouerai à Paris, et il m'a répondu à ce moment qu'il était en tournage en Belgique et qu'il le ferait avec grand plaisir s'il le pouvait, qu'il avait regardé Bibou le pervers, qu'il me trouvait énormément de talent et qu'il pensait à un rôle pour un film qui pas du tout. Mais par contre, il a dit qu'avec grand plaisir il le ferait. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Julien Santini. On vous retrouve, je crois, de temps en temps sur Rire et Chanson. Oui. Bah voilà, je fais de la pub. On est corporate
êtes évidemment, mais on ne s'empêche pas de faire de la pub aux autres parce que voilà, on est des gens bien. Merci. On vous retrouve sur Rire et Chanson. Je voulais vous féliciter et je voulais dire aux auditeurs de venir vous découvrir sur Instagram. Je sais, vous aurez le mot de la fin, mais sur Instagram parce que vous avez fait une chronique exceptionnelle devant Eric Fraticelli. Oh oui. Et ouais. Pour la Et j'ai un promotion rôle du dans film le Le prochain Clan. film qui va être mon premier rôle au cinéma. Voilà, c'est ça qu'il fallait nous Vous dire. avez vu, Jonathan, il sort Le Clan en ce moment. Je sais très bien. Qui est je vois très bien. formidable. Ouais, qui Et qui était au théâtre à la base. Cartonne. Qui était au théâtre de Paris. Et il jouait aussi dans le bureau des légendes d'ailleurs. Eric. Exact. Il jouait I'm the French, I'm Corsican. C'était excellent. Et excellent. Et Eric, bon, c'est notre idole et c'est formidable parce que voilà, il m'offre mon premier rôle dans ce prochain. C'est pas le premier rôle, hein, c'est un rôle, mais je suis très touché. Je peux avoir un mot moi aussi. Évidemment. C'est pour votre papa en fait. Je l'embrasse parce que je ne savais pas si c'était Gad Elmaleh ou votre papa. Il y ressemble beaucoup. On est d'accord. Et il m'a rappelé aussi beaucoup de pères en Corse où le conseil est proche de la menace. Ton papa m'a conseillé. C'est vrai. Non, il était formidable. Donc simplement une bise en fait. Il faut embrasser cet homme. Je pense qu'il sera très content. Je sais que vous l'avez dit, que vous le trouviez très élégant et que vous auriez aimé avoir un papa qui lui ressemble. Alors mon papa lui ressemble. J'embrasse très fort mon papa que j'aime infiniment. Non mais c'est qu'il faut préciser, il avait des lunettes, des verres fumés bleutés. Je n'ai pas vu ses yeux et ça m'inspirait une position de respect. Embrasser cet homme pour moi. Ce sera fait, en tout cas je pense qu'il est à l'écoute. Merci Julien Santini, on vient vous voir très nombreux à la Petite Loge, je répète, le vendredi soir à 19h30, mais vous allez ouvrir une autre date parce que Shabbat. Mais bien entendu, et à la rentrée, une très belle salle, mais je ne vais pas encore la citer, et on va essayer de faire en sorte que tout le monde vienne. Merci beaucoup Julien Santini, et puis vous êtes ici le bienvenu quand vous le voulez, même si c'est pas payé, petit moyen mais gros cœur et bon café. Je vous prends au mot. À très vite j'espère, Julien Santini sur Radio J. Ouais, attends. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, même si nous sommes très dissipés aujourd'hui. Tout de suite, Jonathan Zakaï, c'est votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Jonathan. Alors Julien Santini, Eric Fraticelli et Joseph Agostini, c'est la famille. Aujourd'hui, c'est bon, on est course aux juifs quand même. C'est important. Rêver, manger et espérer. Ça, c'est la phrase d'un hédoniste quand même. C'est l'épitaphe d'un hédoniste peut-être même. Pas tout de suite, mais c'est quand même quelque chose. Ce sont trois verbes importants. Alors, j'ai pensé très longtemps que j'étais immortel. En voilà un aveu, un désaveu aussi, un renoncement fertile, pourrais-je ajouter en tant que psychanalyste. En acceptant sa mortalité, on s'ouvre à la vie, à la vraie. On dit oui à son humaine condition pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai, se croire immortel, finalement, c'est un peu se ridiculiser à l'échelle de l'éternité, non, Jonathan ? Oui, enfin, j'avais 11 ans. J'avais 10-11 ans quand j'ai arrêté d'y croire. Vous êtes revenu de cette certitude. Mais je trouve que c'était la meilleure des solutions. J'aurais dû rester là-dedans. Oui, voilà. Oui, c'est merveilleux en fait. On a peur de rien et surtout je voulais le garder secret parce que je voulais pas que les gens me jalousent. Donc c'était encore plus, c'était un double plaisir. Bien sûr, un double plaisir. C'était dingue, c'est merveilleux. Mais de quelles conditions avez-vous nous parlé, Jonathan Zakaï, tout au long de cette interview ? Pas trop de lumière non plus, nous avez-vous précisé. Je ne sais pas si je vivrais bien d'être une star, d'être Jean Dujardin, voilà. Se faire reconnaître dans la rue, ne pas pouvoir faire 1 mètre sans acclamer, ovationner. C'est peut-être oublier que quelque part nous sommes mortels, tout ça. C'est se souvenir de sa mortalité que d'accepter comme ça, peut-être d'être comme tout le monde. C'est ce à quoi vous aspirez ? Écoutez, là vraiment, je vous écoute, c'est votre analyse, je sais pas. C'est ce que vous nous avez dit en tout cas. Vous nous avez dit qu'être une star, même si vous respectez infiniment Jean Dujardin, mais c'était pas votre kiff du moment. J'ai pas dit être une star, c'est pas mon kiff. J'ai dit ne pas être trop dans la lumière. Je peux très bien être une star, pas dans la lumière. Ah oui, j'ai pas dit ne pas être une star. Oui, d'ailleurs. Ah non, mais les mots sont importants puisque vous en parlez. Être dans la lumière. C'est important. Bon, être beaucoup dans la lumière à la Jean Dujardin. Alors, dans Un petit miracle, le miracle, c'est d'assumer l'humaine condition, justement, c'est de l'honorer, la célébrer, et pas de mettre un mouchoir sur la vieillesse et la mort que nous avons tendance d'ailleurs à refouler dans nos sociétés.
C'est ça aussi, accepter son humaine condition. C'est aller voir ce qui se passe dans les EHPAD. Ouais, ça je suis bien d'accord. Et pas dans les lumières du musical, quoi. Non, c'est vrai. Vraiment y aller, et quoi. Parfois pas que dans les EHPAD, d'ailleurs, juste dans sa propre famille. Il y a toujours un vieil oncle oublié dans un grenier. Oui, qui est quand même un peu un EHPAD d'une famille, au fond, quand on y réfléchit. Un dans le meilleur des cas, devenir. d'ailleurs. Dans le meilleur des cas, c'est bon signe. Oui, on c'est les a ça. toujours en vie. Alors, je n'aime pas être rassuré. Ça aussi, c'est une phrase importante. Vous nous l'avez dit, rassuré par la religion, rassuré par le groupe. Assumer peut-être une solitude radicale sans céder au miroitement de l'imaginaire. Finalement, c'est ça, se rassurer. Oui, et puis c'est surtout une idée de la liberté, quoi. Rester libre, en fait. C'est peut-être une idée, parce qu'on n'est jamais libre. On fait toujours partie d'une communauté, tant mieux. Mais en tout cas, pas la communauté la plus facile. J'aime bien pas celle de naissance, ni faire le métier de mon père, ni voilà. J'aime bien essayer de découvrir d'autres horizons. En fait, c'est juste le mélange, mais pas dans ce qu'il a de. Oui, peut-être le mélange. Il y avait beaucoup d'inventivité. Vous n'aimez pas être rassuré, Jonathan. Vous avez le courage. Mais j'ai pas de choix. Hein. Le courage. Je fais semblant de pas avoir de décider quelque chose dont j'ai pas le choix. Mais vous avez ça du aussi, courage. Le courage d'endosser des rôles aussi multiples que variés, avec douceur, créativité. Et même si vous n'osez pas tous les goûts vestimentaires d'Elton John, même si ou d'Eddie Mitchell, on peut rajouter. Si tout le monde s'en fout, au fond, comme vous l'avez très intelligemment dit et rappelé. Et ça, c'est Jacques Brel qui disait « Heureusement que tout le monde s'en fout ». Ah, il disait ça. Oui. Bah, vous écoutez, avez cette fantaisie qui vous anime loin et qui vous amène surtout dans le cœur du public qui vous aime de plus en plus. Alors pour ça, merci. Et merci à vous, beaucoup. Joseph Agostini, pour ce joli portrait. Et on vous retrouve bien sûr tous les mercredis sur Radio J et sur d'abord Instagram. le plus beau prénom du monde aussi, c'est celui de mon fils. On est d'accord. Très très beau prénom. Voilà. Et voilà. Roi Joseph alors. Et le film, évidemment, Jonathan Zakai, le film pour lequel vous êtes venu un petit miracle, est aussi dédié à un Joseph, un film de Sophie Boudreau.